tous et à toutes, bon après-midi et bienvenue dans les Actus Chaudes, une émission qui se présente sur Web Info TV chaque vendredi de la semaine. C'est une façon de décrypter, une façon de comprendre les actualités qui ont marqué la République démocratique du Congo, mais aussi les environs. À la une cette semaine, l'Est de la RDC a été marqué par les tensions après plusieurs implications des incidents des drones qui ont touché Bukavu, mais aussi Goma. On en parle ici avec Jenny et Gaëta. Gaëta et Jenny, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chère Aurélie. J'espère que Jenny aussi va très bien. En tout cas, je vais bien, Aurélie, et Merci. très heureux de retrouver ces nombreux téléspectateurs de Web Info. Merci Ouais, moi beaucoup. également, je suis surtout excité à l'idée de vraiment entretenir co-débattre avec Jenny Toali et vous pour mieux éclairer, n'est-ce pas, le public congolais qui attend vraiment, qui n'en attend pas moins de Web Info Télévision. Merci. Aussi de Kivu, le FRDC ont affirmé avoir abattu deux drones qui survolaient l'espace aérien de Minembwe. Dans le même temps, ici à Goma, il y a eu une frappe qui a provoqué d'ailleurs la mort de plusieurs civils. Entre autres, il y a Karine Buissé, une travailleuse à l'UNICEF, qui est décédée il n'y a pas longtemps. On va en parler en tout cas ici sur Web Info TV. Jenny, c'est quoi la position du gouvernement face à cette attaque? Bon, la position du gouvernement, elle est tout de même attentiste, hein, parce que le gouvernement qui reste dans la logique de voir tout d'abord les enquêtes être menées et puis faire la lumière pour faire plutôt la lumière sur cette affaire. C'est vrai, il y a beaucoup, je dirais, beaucoup de spéculation aussi sur cette frappe des drones, parce que c'est ça, tout le monde est quand même d'accord que oui, c'est une frappe des drones qui a visé, qui a voilà, atteint une maison dans laquelle on voyait quelques humanitaires, voilà, des civils, des parts entières. Déjà, mais c'est dans un contexte aussi très tendu entre FARDC et M23 sur les lignes de front. On voit souvent les FARDC mettre en place ou disons user de l'air force aérienne pour mettre en difficulté la FCM23. Mais ben voilà, donc c'est dans ce contexte voilà qu'une résidence en plein cœur de la ville de Goma a aussi été touchée, a été visée. Alors déjà là, c'est la première fois, pour être un peu précis, c'est la première fois depuis que la FCM23 occupe la ville de Goma qu'on voit une telle attaque, une attaque d'une ampleur comme celle-ci en ville de Goma, surtout dans un quartier résidentiel. Donc c'est toujours l'escalade des tensions, les accusations ont suivi bien sûr cet acte-là. Et les M23, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils Bon, disent de cette attaque? l'AFCM 23 avait affirmé quelques heures après que c'est une attaque du gouvernement congolais via les FARDC pour anéantir le leadership de l'AFCM 23. Ils ont dit que c'est les leaders de l'AFCM 23 qui étaient visés, entre autres Makenga, Corneille Nanga, parce que c'est ça aussi, ils sont presque tous, hein, la grande partie voilà, de ces responsables du mouvement, que ce soit pour les responsables militaires, les responsables politiques, habitent ces quartiers-là. Alors, ils disent que voilà, ils étaient visés par cette attaque, mais ils étaient à l'abri. Donc, même si c'est les résidences qui étaient touchées, ils n'allaient pas aussi être victimes directement. Mais voilà, donc c'est une escalade, comme je l'ai dit, surtout en plein cœur de la ville de Goma. On ne les voit pas souvent. Alors, je ne sais pas si ça sera quoi aussi la suite des événements, avec toutes ces accusations que nous sommes en train de voir de part et d'autre. Le gouvernement congolais qui n'a pas du tout acquis. Je précise aussi, le gouvernement reste dans une logique de voir les enquêtes être menées et puis faire la lumière tout juste après. Mais la FCM 23 a martelé, ou disons a insisté en affirmant que c'est le gouvernement congolais qui est derrière. Donc c'est Kinshasa qui est derrière ça. Nanga avait même fait un point de presse y afférent. Donc c'est toujours très très compliqué cette situation. Merci Jenny. Vous avez des ajouts, Gaëtan, par rapport à la position de l'F-123, mais aussi du gouvernement de Kinshasa? Mais c'est normal qu'il y ait des positions un peu
différentes, hein, puisque d'une part, les deux parties veulent à tout prix, n'est-ce pas, se jeter de responsabilités. On le constate depuis quasiment les débuts des hostilités, ou disons euh, depuis que le cessez-le-feu a été convenu dans différents, n'est-ce pas, dans différents accords signés entre les deux Le parties. cessez-le-feu qui n'est Chacun pas accuse, respecté. oui, justement, chacun accuse l'autre d'être à la base de violation du cessez-le-feu. Et donc, c'est tout à fait normal que les deux parties au conflit se jettent la responsabilité. Voilà pourquoi, de notre part, nous, journalistes, nous qui avons le devoir, n'est-ce pas, d'informer la population, on ne sait pas avoir la bonne information. Vous savez, normalement, dans des guerres civilisées, comme la guerre, par exemple, en Iran, entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, la partie qui attaque ou qui envoie des bombardements les revendique tout de suite. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Alors, l'AFC M23, qui naturellement étant dans la ville de Goma, ne peut pas, voilà, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'AFC M23 ne peut pas bombarder ses propres positions. Là, on est d'accord. Après, Kinshasa également, qui, on va d'ailleurs revenir sur les contradictions observées dans les officiels chez les officiels de Kinshasa. Kinshasa qui jette également la responsabilité à l'AFC M23 d'être à la base de bombardements. Vous avez suivi Patrick Mouyaya qui a tweeté en ce sens en disant que voilà, ce sont les mêmes méthodes du Rwanda. L'AFC M23 a provoqué ces bombardements-là pour jeter la responsabilité à Kinshasa. Donc on a du mal à l'heure actuelle à savoir réellement qui est derrière ça, mais c'est quand même un incident grave Qui a coûté la vie de plusieurs civils. Ouais, justement, on ne parle que de la française, mais il y a d'autres vies qui ont été fauchées dans ces bombardements-là. Voilà, bien sûr que lorsqu'il s'agit de civils congolais, ça ne fait pas, voilà, ça ne provoque pas autant d'émotions, mais parce qu'il y a une citoyenne française qui plus est fonctionnaire dans une instance des Nations Unies, ça déclenche une vague d'émotions. Mais après, moi, je trouve que la meilleure orientation à faire à l'heure actuelle, c'est, n'est-ce pas, de mener des enquêtes pour que, voilà, la responsabilité puisse être, n'est-ce pas, dégagée. Heureusement que les deux parties appellent tous aux enquêtes. Je ne sais pas si Kinshasa appelle également aux enquêtes. Non, officiellement, Kinshasa, c'est ça la position de Kinshasa. C'est vrai, Mouya peut communiquer, mais la position officielle du gouvernement comme institution, c'est de mener tout d'abord les enquêtes et puis faire la lumière tout juste après. Qui va mener les enquêtes en question? Voilà, parce qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une partie neutre ou pas. Ouais. Mais il y a plusieurs instruments, plusieurs instances qui se sont portés garants, n'est-ce pas, de l'observation et de la surveillance du respect du cessez-le-feu. Moi, je pense que normalement, ça devrait appartenir à ces instances-là. Je parle de la CIRGL, je parle également de la MONUSCO. Ça appartient à ces instances-là de mener des enquêtes indépendantes. Encore que même ces instances-là posent problème, puisque la FCM 23 n'a jamais reconnu la neutralité de la MONUSCO en ce qui concerne son conflit avec, voilà, avec le gouvernement congolais. Donc là aussi, ça va poser problème. On espère que cette fois-ci, les organisations comme l'Union africaine, par exemple, malheureusement, il y a eu un vide allant dans ce sens-là dans le communiqué de l'Union africaine. J'espère que finalement, cette organisation-là ou d'autres organisations comme la CIRGL ou comme, voilà, comme tous les pays, l'EAC par exemple, pourront finalement prendre les responsabilités et, n'est-ce pas, diligenter des enquêtes indépendantes qui pourraient aboutir par, n'est-ce pas, les dénichements de principaux responsables de cet acte barbare. Merci beaucoup, Gaëtan. Est-ce qu'il y a-t-il eu de réactions au niveau international? Mais bien sûr, il y en a eu. J'espère que nos abonnés qui nous ont suivis à travers nos différentes productions, ce matin et même hier, il y a une production de Jenny Touali qui est revenue sur les réactions internationales. Aujourd'hui, on a relayé, n'est-ce pas, une position, je crois que c'était dans le journal télévisé, on est revenu sur la position de l'Union africaine qui, au-delà de condamner ces bombardements-là, a également appelé à voilà, des enquêtes indépendantes. Après, il y a eu d'autres organisations, il y a eu notamment des pays comme la France, comme la Belgique, qui ont également condamné ces bombardements-là en appelant, n'est-ce pas, à des enquêtes pour dénicher le responsable de cet acte barbare. Là, au moins, c'est le point sur lequel se mettent d'accord toutes les parties. Voilà donc une onde positive qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de ces interactions, de ces accusations contre accusations entre les parties. Au moins, toutes les parties sont, n'est-ce pas, sont unanimes
qu'il faut à tout prix diligenter le plus rapidement possible des enquêtes pour aboutir à dénicher, n'est-ce pas, les responsables. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, je trouve que le cessez-le-feu, ça implique beaucoup plus l'Union africaine. Jenny, qu'est dit l'Union africaine? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, jusque-là, en parlant du cessez-le-feu, d'abord, il faut savoir si c'est les FARDC qui ont lancé sont là derrière cette frappe. Là, on peut parler d'un cessez-le-feu, mais jusque-là, on n'arrive pas de manière, je dirais, neutre, on n'arrive pas à définir l'origine. Ils ont identifié, bien sûr, l'auteur de cette frappe. C'est vrai, nous attendons tout ce qui est les enquêtes. C'est après les enquêtes qu'on peut peut-être parler d'une violation de Mais en cessez-le-feu. attendant Voilà, l'Union voilà. africaine insiste en appelant toutes les parties au respect de cessez-le-feu. Voilà, c'est les refrains. Ça se dit tous les jours, respect au cessez-le-feu. Pourtant, le cessez-le-feu Quand on civil est et toujours violé. Pas humanitaire. plus tard qu'hier, il y a eu des combats entre les deux forces dans le territoire de Massissi. Alors déjà, ce qui est un peu, permettez, hein, ce que je considère comme étant un aspect positif dans cette affaire, c'est que c'est une Française qui est morte. Bon, Ouais, malheureusement. sur les Mais moi, Congolais. je prends ça positivement. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ce qu'il y ait de la lumière sur cette affaire, qu'on sache réellement qui a fait ça. Vous voyez? Donc, déjà dans la foulée, vous avez vu aujourd'hui la justice française qui lance des enquêtes pour des crimes de guerre, c'est ce qui est dit, contre X, parce qu'on ne sait pas qui a fait ça, tout ça. Mais la justice française, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de lancer donc des enquêtes pour justement identifier ou disons, arriver à dénicher l'auteur de toutes ces frappes. Alors déjà, c'est un point positif parce que si ce n'était pas une Française, il y a des gens qui meurent partout là-bas, dans les hauts plateaux, mais on n'a jamais vu une enquête aussi sérieuse être menée parce que ce sont des vies quand même qu'on est en train de perdre. Espérons que ça puisse aboutir à quelque chose de bon parce que plusieurs fois, les humanitaires ont alerté sur la situation sécuritaire et la protection des civils ici à l'Est. Voilà maintenant les humanitaires eux-mêmes qui deviennent aussi victimes de cette situation parce qu'ils sont dans une zone où il y a beaucoup de conflits armés, tout ça. Alors déjà là, c'est une Française qui est morte et moi j'insiste en disant que c'est peut-être le côté positif de cette affaire, mais ne vous en faites pas, on ne sait pas trop, voilà, jusque-là, malgré tout ce qui est dit à Kinshasa, on voit quelques responsables de Ouazalendo qui disent des choses autour de ça, et en fait, ils changent de langage. Donc, c'est ça aussi la complexité de cette affaire, mais quand c'est Goma qui commence à être visé, c'est très inquiétant. Très inquiétant. Alors, je trouve aussi que peut-être il faudrait qu'il puisse y avoir de l'ordre dans la communication du gouvernement de Kinshasa. Justement, c'est très important. Je ne suis pas en train de vous... D'ailleurs, c'est par là que je voulais compléter Jenny Touali parce que c'est quand même assez regrettable, hein, c'est quand même assez dangereux que l'on en arrive à une telle distorsion de la communication au sein même d'un appareil gouvernemental. Bien sûr, Willy Michiki, les députés en question, qui a revendiqué les attaques sur Goma en disant que ces attaques-là appartenaient aux Wazalendo, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une déclaration grave, c'est un témoignage. Ça peut même valoir aveu. C'est-à-dire qu'il a avoué en tant que cadre de l'Union sacrée, parce qu'on ne parle pas d'une personne extravagante qui est venue, n'est-ce pas, d'on ne sait où, qui a fait cette déclaration-là. Mais c'est quand même un des personnages clés. Non seulement il est originaire d'une des provinces en conflit, mais c'est surtout quelqu'un qui est devenu en quelque sorte le porte-voix des Wazalendo, qui arrive, n'est-ce pas, à revendiquer sur une télévision internationale, la TV5, je pense, que ces attaques-là ont été menées par les Wazalendo, avec leurs alliés, les forces armées de la République démocratique du Congo, à partir du parc national de Virunga. Donc il a situé cette attaque par drone dans les temps et dans l'espace avec toutes les convictions possibles sur une télé internationale. On aurait prêté moins de foi à cette déclaration, à cet aveu si c'était sur une télé nationale, une télé peu négligée, mais il part faire cette déclaration dans une télé internationale, qui plus est une télé qui a comme, n'est-ce pas, maison mère, le pays qui a perdu une de ses ressortissantes, c'est-à-dire la France.
Donc ça, c'est très dangereux. Et moi, s'il arrivait que ces propos-là ne soient pas vrais, puisque on entend certains cadres de l'Union sacrée nier ces propos-là, s'il arrivait que ce ne soit pas vrai, c'est quand même une grave mésaventure communicationnelle observée une fois de plus au sein de l'Union sacrée, une organisation politique qui devrait pourtant être caractérisée par une certaine unité de communication, une unicité de communication, et qui dit Union sacrée fait allusion au régime en place, et on sait tous les différents. Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, normalement c'est de sa bouche qui devrait provenir toutes les déclarations de l'Union sacrée. Mais là, on se rend compte que ça part dans tous les sens. Je suis sûr qu'on ne va pas dormir aujourd'hui sans qu'il y ait une autre déclaration d'un autre cadre de l'Union sacrée qui ira également dans son sens-là. Donc moi, je trouve que c'est les premiers déficits, c'est les premiers désordres, les plus grands d'ailleurs désordres observés au sein du régime de Kinshasa. En tout cas, bah, je trouve aussi, bon, c'est un peu la même chose. Denis, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Bon, cette quelque chose à médiatique? ajouter, oui, je le disais sous B, oui, c'est vrai, c'est un désordre communicationnel, on est tous d'accord avec ça, mais vous allez encore voir, les gens peuvent dire non, c'est un député, il peut aussi donner son point de vue, mais c'est un cadre de l'Union c'est sacrée. ça, je vais y arriver. C'est quelqu'un dont la parole vaut plus que ouais, celle d'un député, d'un simple député. Justement, surtout quand il s'est fait passer comme le président du conseil d'administration de Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo disent aujourd'hui qu'ils sont déjà bien structurés. Les différents groupes de Ouazalendo se sont tous mis ensemble. Alors lui, il s'est fait passer comme leur président, leur PCA. Quand il tient de tels propos, c'est très grave. Même la mort de Willy Ngoma, je me rappelle très bien. Les mêmes députés, Willy Mishki avait dit, Willy Ngoma est mort, ce ne sont pas les FARDC qui ont lancé des drones, c'est plutôt nous, les Ouazalendo, qui ont tendu une embuscade justement aux éléments de l'FCM 23, et tout d'un coup, Willy Ngoma est mort dans ces contextes-là. Les mêmes Willy Mesheki. Alors aujourd'hui, il vient dire ça et tout d'un coup, il s'est contredit lui-même. Donc il vient pour clarifier, disant que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça, c'est ce qu'il a dit. Et pourtant, nous savons tous qu'il a tenu ces propos-là. Alors, il n'est pas contredit par les officiels au niveau de Kinshasa. Voilà pourquoi ça laisse déjà assez vide. Donc, pas même un vide, mais ça laisse déjà tous ces soupçons qu'on peut avoir, comme quoi le gouvernement congolais tolère tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, est-ce c'est vrai? Ce sont les Ouazalendo qui ont fait ça. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que les Ouazalendo ont des drones? Il Alors, a parlé des Ouazalendo ou des FARDC? Non, il a parlé des Ouazalendo. Mais nous tous, nous savons que les Ouazalendo n'ont pas de drones. Pas de drone. Et alors, quand il parle de ça, donc là, il parle de leurs alliés, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement ne dit mot, le gouvernement ne clarifie même pas cette position. Peut-être il y a une pression aussi derrière les députés, et c'est dans la foulée qu'il est venu maintenant pour dire que ce sont des propos qu'il n'a même pas à tenir, on lui a fait porter à tout ça. Donc c'est très très complexe comme on pouvait les constater, mais déjà là, on ne peut pas badiner avec ça. C'est une ressortissante française qui est morte, surtout humanitaire au niveau des Nations Unies, c'est pas n'importe qui. Bien qu'on ne peut pas minimiser tous les morts des gens enregistrés, les Congolais qui meurent presque tous les jours, dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu, mais moi personnellement, je vois déjà que cette affaire est en train de prendre une dimension internationale. Il faut juste voir les réactions qui sont tombées. Il y a la Belgique qui s'est exprimée, il y a la France, le président français lui-même a fait un tweet là-dessus. Il y a l'Union européenne aussi. On a vu l'Union africaine maintenant. Là, ça veut dire que c'est une affaire très, très... donc, les conséquences sont très, très aussi, je dirais, néfastes, surtout pour toutes les parties engagées à ces conflits. Voilà pourquoi l'AFCM 23 est en train d'insister en communiquant à tout instant sur cette tragédie. Le gouvernement congolais qui va, j'espère, faire un effort d'accélérer les enquêtes et donner sa version. Parce que la version du gouvernement congolais, on l'aura de manière officielle à l'issue des enquêtes qui sont annoncées. Vous voyez? Mais ce que j'attends beaucoup plus, et c'est ce qui me soulage moi personnellement, c'est que l'effet de voir la justice française déjà
prendre au sérieux cette histoire en lançant déjà une enquête. C'est ce qui est dit. Les parquets, là, c'est dans les affaires de criminalité, tout ça. Et déjà, on parle des crimes de guerre. Voilà donc, c'est... Donc, non, mais moi, je pense, c'est très intéressant ce que Jenny, toi, vient de dire, de la manière dont la justice française va s'approprier ou est en train de s'approprier ces drames. Je m'attends à ce que ces députés-là puissent être convoqués par la justice. C'est tout à fait naturel, Voilà. puisqu'il a, il a tenu des aveux en disant, bon, c'est un peu comme, voilà, on part dans un quartier, on cambriole et on tue des gens, et demain matin, quelqu'un vienne et vous dise, c'est moi le responsable, c'est moi qui ai tué ces gens-là. Donc, au bout d'un moment, je pense que la justice va le convoquer pour qu'il aille, n'est-ce pas, confirmer ses aveux. C'est très grave. Alors, moi, j'attends deux choses dans cette affaire, puisque nous sommes en train de parler de l'affaire de Willy Michiki. Si l'Union sacrée laisse passer ça et que les députés en question n'est pas suspendu, n'est pas non plus convoqué ou n'est pas sévèrement sanctionné, ça sera également un aveu. En tout cas, ça sera un aveu de l'Union sacrée moi, que c'est bien elle qui a commandité ces attaques-là. Deux, si Willy Michiki est convoqué ou est suspendu par l'Union sacrée, au moins là, il y aura encore une fois le flou continuera à être entretenu et l'Union sacrée peut-être pourra s'en sortir tant bien que mal en attendant les enquêtes. Mais moi, je vous dis, par rapport à ces enquêtes-là, cet aveu d'une personnalité clé de l'Union sacrée, qui plus est, qui se présente comme le président de Ouazalendo, je pense. Les Ouazalendo qui ont été, n'est-ce pas, légalisés, constitutionnalisés par Kinshasa, ça va peser énormément dans les enquêtes qui sont en train d'être menées. Mais de ce genre de déclarations, on en a déjà eu de très graves que ça. Vous aviez suivi, c'est quoi? C'est un général qui avait tenu des propos absolument incendiaires contre la minorité Tutsi. Vous aviez suivi le ministre du Commerce extérieur, non, mais le ministre de l'Agriculture qui était allé étaler absolument les secrets d'État dans une télé. Vous aviez suivi Jean-Pierre Bemba. Donc ça part dans tous les sens, au point qu'on se demande à quoi sert le poste du porte-parole du gouvernement ou du ministre de la communication de ces gouvernements. Voilà, alors officiellement, on ne peut que se fier, c'est ça, on peut se fier à la position du gouvernement congolais pour l'instant, mais on ne peut pas minimiser les propos de Willy Michiki. Et moi, je vais aller plus loin. Ça ne doit pas se limiter juste au niveau de l'Union sacrée, où on peut condamner, on peut l'interpeller. Non, mais la justice elle-même, au niveau d'abord de la République démocratique du Congo, doit convoquer M. Willy Michiki pour qu'il clarifie justement tout ce qu'il a étalé sur un média aussi international, un média de surcroît français. Donc, Willy Michiki, sur ces points, il doit... Donc, ce n'est pas politique, c'est plus sécuritaire que politique. Donc, quitter ces cadres-là, Union sacrée, et aller beaucoup plus au niveau de la justice en République démocratique du Congo, avant que la justice française, de son côté, puisse aussi prendre les affirmations de M. Willy Michiki, député national élu de Walikale, et qu'on puisse clarifier quand même ces histoires. Ce n'est pas la première fois qu'il tient des propos pareils. Il les fait souvent. Nzangi, oui, il l'a déjà fait. Alors, Nzangi, on avait justement un tout petit peu verrouillé la communication au niveau du gouvernement pour laisser seuls les ministres de la communication immédiate faire justement, ou disons, communiquer sur cette situation. Mais on voit Julien Paloukou aussi venir souvent, tenir des discours, tout ça, dans ces mêmes contextes. Alors, je ne sais pas si la même mesure prise au niveau du Conseil des ministres, elle est respectée. Quand le gouvernement lui-même ne respecte pas ça, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une communication bien structurée au niveau de l'Union sacrée comme cadre politique? Parce que le gouvernement lui-même a du mal à bien structurer sa communication. Alors, je ne sais pas si c'est à l'Union sacrée qu'on peut s'attendre à des miracles. Pas du tout. Mais il y a des morts, il y a des conséquences aussi énormes avec cette frappe. Est-ce c'est Kabila qui était visé comme l'AFC M23 en train de le dire? Est-ce que c'est ou disons, les leaderships du mouvement qui étaient visés? Si tel est le cas, donc ça s'inscrit dans cette posture, voilà, de vouloir neutraliser avec l'option militaire l'AFC M23.
parce que je ne vois plus Kinshasa dans la logique des discussions, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de cet aspect. Avec la collaboration aujourd'hui, qu'a le gouvernement congolais et l'administration Trump, les gouvernements congolais aujourd'hui ne se reprochent plus de rien. On ne respecte plus les cadres, je dirais, pacifiques des résolutions de ces conflits. Non, aujourd'hui, le gouvernement congolais est prêt à tout pour en finir avec l'FCM 23, avec l'option militaire. Voilà pourquoi ils sont en train de diser, ou disons de mettre à contribution l'air force aérienne avec les drones que nous sommes en train de voir bombarder ça et là. Tout ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas une option qu'on peut exclure aussi de dire, voilà, les leaderships de l'FCM 23 étaient visés. C'est aussi une hypothèse. Mais je ne peux pas dire que, comme l'FCM 23 a dit ça, c'est la parole d'évangile. Donc, c'est ce qui est... donc, c'est ça la vérité. Non, non. Mais, laissons place aux enquêtes. Et après les enquêtes, je crois qu'on aura de la matière. Surtout, j'insiste encore, le fait pour la justice française de se mêler à ça, c'est déjà une bonne chose. Mais laissons place, vous allez souffrir un peu, chère Aurélie, que j'ai complète génie. Laissons place aux enquêtes, oui, mais avant cela, c'est comme une attaque terroriste qui s'est produite et il y a quelqu'un qui dit, ben c'est moi, c'est moi qui l'ai commandité. Non, c'est lui. Mais ça, c'est un aveu. Mais c'est un aveu. Alors, il faut à la fois établir la responsabilité personnelle et la responsabilité collective. Personnellement, c'est Willy Michiki qui a déclaré ça. Et donc, il faut le convoquer et lui poser des questions sur ça. Après, la responsabilité collective, Willy Michiki appartient à une structure. Il n'appartient pas à un gouvernement. Il appartient à une structure qui a été légalisée par le gouvernement, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le Ouazalendo. Il appartient également à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, à la fois une convocation au sein de ses propres structures, avant de l'être, n'est-ce pas, au niveau international. Je m'attends à ce que, de la même manière que les députés s'étaient désolidarisés de Bahati Lukwebo après ses propos, puisqu'on a vu vraiment la mobilisation qui était tous azimuts pour, n'est-ce pas, se désolidariser de Lukwebo. J'attends à ce que les mêmes députés puissent se désolidariser de Willy Michiki qui a tenu des propos, alors s'ils ne sont pas vrais, ce sont des propos contre-productifs, ce sont des propos suicidaires pour les régimes auxquels il travaille. Alors, permettez Aurélie, c'est vrai, moi je crois que je n'accorde pas beaucoup d'importance aux propos de Willy Michiki, bien que c'est très sensible. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, et d'ailleurs il ne maîtrise pas ce qu'il a dit, ça je vous l'ai dit. Il ne sait même pas si les drones, comment ça a été fait, donc il est dans le populisme. Lui, il prend ça comme de la marchandise politique, et il est en train de s'approprier toutes les prouesses de Ouazalendo et des FARDC au même moment. Même la mort de Willy Ngoma, il ne sait rien, ces messieurs-là. Mais pour des raisons de populisme, il vient pour revendiquer directement l'attaque, sans pour autant tenir compte de la gravité des propos qu'il a tenus. C'est que ça peut apporter comme conséquence. Voilà déjà aujourd'hui, on est en train d'en parler. Et je suis sûr et certain qu'il a été interpellé quant à ça. Et voilà, dans la foulée hier même, lui-même, il a dit qu'il soit interpellé, jusque-là, il n'est pas encore c'est ça, mais moi je suis sûr, il est dans le populisme. Parce que Willy, ces messieurs, même si on peut l'interpeller, on n'obtiendra rien de lui. Parce qu'il ne maîtrise pas tout ce qu'il est en train de raconter là. Mais pour des raisons de populisme, il est obligé de dire ça. Voilà. Mais dans la foulée, ça ne veut pas dire que les FARDC ne peuvent pas être impliqués dans cette affaire. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les enquêtes, quand elles seront menées, j'espère qu'on va... Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde aussi évolué avec la nouvelle technologie. Facilement, on peut tracer même la trajectoire, l'origine de cet enjeu-là. Et facilement, on saura qui est à la base de ça. Parce que l'FCM 23 est convaincu que c'est depuis Kisangani que le drone a été piloté pour finalement atteindre sa cible, la résidence que nous sommes en train donc, pour rater sa cible plutôt. Parce que selon la FCM 23, la frappe, donc le drone plutôt a raté sa cible. La cible, c'était le leadership de la FCM 23. Je ne sais pas qui, si c'est Makenga, si c'est Nanga, si c'est Joseph Kabila, qui était visé, selon la FCM 23. Mais déjà, vous allez comprendre que Willy Michiki, lui, il est dans son populisme légendaire. Tout ce qu'il est en train de raconter là, il ne maîtrise pas. Ça, je vous l'ai dit.
Il ne maîtrise pas. Mais il a tenu des propos, moi je ne pense Voilà pas pour que moi, l'on j'ai puisse- dit que c'est grave. que l'on puisse se limiter à dire, bon, Willy Michiki, c'est un perroquet, c'est comme ça qu'on Non, est non, en train de les non, dédouaner. vous pensez C'est que comme ça Willy qu'on est en Michiki train de les maîtrise ce qu'il dit dédouaner. là. Mais moi, Il je est- ne sais non, pas, non. il a fait une déclaration. Mais il est dans le populisme. Il doit aller se justifier. Justement. C'est quand même un élu du peuple. Sur son certificat d'aptitude physique, il n'est pas mentionné inapte mentalement. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas dire qu'il est inapte mentalement dans pour le tenir populisme. les propos que lui-même ne maîtrise Oui, pas. il est dans le populisme, Willy Michiki. Alors, il crée des histoires, parce que, comment expliquer? Willy Michiki vient, il vous dit, après la mort de Willy Ngoma, il dit que non, ce n'est pas les drones des FARDC qui a bombardé. C'est une embuscade de Ouazalendo qui fait Donc, une embuscade qui est partie dans... Non, voilà pourquoi. Voilà, Non, voilà. C'est pour cela. Non, mais c'est comme s'il y a Très des bien. embuscades C'est pour sur la cela- ligne. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, il ne maîtrise pas ce Il qu'il ne dit. maîtrise pas ce Ouais, qu'il dit. il vous Donc, dit- c'est un inapte mental. Bon, je ne peux pas l'affirmer. On mais- peut douter de Donc, il ses devrait être capacités déchu. mentales. Bon, oui, on peut douter de ses capacités mentales, mais il Dans est ces cas-là, moi, je ne il trouve est- pas sa place là-bas. il Dans ce est- cas, il est des- irresponsable il est dans pénalement, le donc, populisme. on vient de le dire. Lui, il est en train de se faire, de créer un positionnement aussi politique, parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Il y a des élus, des cadres politiques qui viennent profiter de la posture des Ouazalènes d'aujourd'hui pour se donner une santé politique. Aujourd'hui, il est en concurrence avec Justin Bitakoura. Ah, Bitakoura. Bitakoura, lui aussi, il se revendique comme étant les responsables des Ouazalènes. Finalement, il y en a J'ai combien? vu Willy Michiki contredire Justin Bitakoura. Lui-même, il a dit non, Bitakoura, il n'est pas responsable des Ouazalènes. C'est moi le PCA des Ouazalènes. Je ne sais pas quand est-ce. Même le président du conseil d'administration. Ça vient faire quoi C'est une dans une administration. structure militaire? Ça vient faire quoi? Dans une structure militaire, vous parlez du président du conseil d'administration. Qui est alors le président, le PCA des FARDC? Ben, il n'y en a pas. Voilà, ça n'a pas de sens. Lui-même qui crée des histoires, il dit qu'il est en train de restructurer le Ouazalendo et il crée un conseil d'administration. Tout ça, c'est quand le gouvernement congolais va débloquer des sommes aussi colossales, qu'il en profite, qu'il se partage cette somme-là entre eux, parce qu'il a tout un petit comité avec lui. C'est ce qu'il. Donc, c'est aussi ça. Hein? Donc, il trouve ça comme étant une opportunité Merci, pour Denis. se faire de l'argent. C'est comme Merci, ça. Denis. Alors, avec tout ce qui se passe ici à l'Est avec l'insécurité, faut-il craindre de nouvelles aggravations de tensions dans la région, mais aussi la crainte avec les humanitaires? Est-ce qu'il y aura l'accès facilement, les humanitaires puissent venir travailler avec tout ce qui s'est passé? Mais déjà, du simple fait de ces attaques-là, Goma, je pense, sur le plan international, est placé au signal rouge. Je pense, c'est une zone. D'ailleurs, je me suis entretenu sur téléphone avec un des humanitaires qui est sur place et qui m'a dit, bon, nous, actuellement, on ne part plus au bureau. On commence à travailler à la maison avec le télétravail. Donc, aujourd'hui, la perception de Goma sur le plan international, c'est que c'est une ville qui peut être attaquée de n'importe où par ces drones. C'est très compliqué. Donc, moi, je pense que c'est un acte de plus qui vient une fois de plus fragiliser les compromis sur les cessez-le-feu et qui va, et c'est là que je rejoins Jenny Touali, qui va peut-être accentuer le regard de la communauté internationale sur ces différentes violations de cessez-le-feu. Puisque le fait que voilà, cette nouvelle violation ait frappé une citoyenne française et que ça a généré autant d'émotions sur le plan international, ça pourra peut-être faire en sorte que les États puissants, mais également les organisations internationales puissantes puissent river leur regard sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous, on ne cesse de dire que chaque mort est une mort de trop. Ouais. Est une mort de trop. Il y en a des dizaines de millions qui sont décédés depuis je ne sais quelle année. Donc aujourd'hui, je ne pense pas non plus. D'ailleurs, c'est là que je rejoins plusieurs opposants qui sont du reste traités d'étrangers aujourd'hui. Moïse Katumbi, Jean-Marc Ekaboun, je l'ai également entendu parler de ça. Martin Fayulu également qui commence à rejoindre ces camps-là. Je ne pense pas aujourd'hui que l'option militaire soit une option privilégiable pour, n'est-ce pas, retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense en revanche qu'une solution diplomatique
peut arriver à, n'est-ce pas, pacifier la République démocratique du Congo et à lui redonner sa quiétude comme ce fut le cas par le passé. Malheureusement, j'ai l'impression que les régimes en place ne comprennent pas l'importance des dialogues dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ils ne comprennent pas que c'est du fait du dialogue que l'on est passé, n'est-ce pas, du régime dictatorial de Mobutu à une démocratisation du pays finalement. Ils ne comprennent pas que c'est du fait du dialogue que l'on est passé, n'est-ce pas, d'un pays brisé en quatre. Là, je suis en train de parler des Sun City, à un pays finalement réunifié. Ils ne comprennent pas que c'est du fait du dialogue que l'on est finalement abouti à des élections démocratiques qui ont d'ailleurs débouché par l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Donc, avec une telle expérience positive du dialogue, je ne comprends pas comment aujourd'hui on ne privilégie pas cette option-là et Kinshasa prend plutôt l'option militaire comme une option privilégiée. Et pourtant, il y a une population, qu'on le nie ou pas aujourd'hui, une frange de la population congolaise, une frange d'ailleurs importante, qui est sous l'administration de l'AFC M23. Kinshasa va-t-il attaquer l'AFC M23 qui, dans des zones fortement peuplées, où il y a une frange de la population? Je pense que c'est irresponsable. Il faudrait, au bout d'un moment, que l'on accélère ou que l'on active finalement l'option diplomatique afin de sortir les pays du bourbier dans lequel ils se trouvent. Alors, je sais que je vais me faire insulter, c'est quasiment du classique ici sur Web Info Télévision. À chaque fois que vous avez un avis contraire, un avis républicain, contraire à l'avis de bien-penseurs de Kinshasa, chaque fois vous êtes traité d'étranger. Donc, moi, je pense qu'au moins, j'aurais dit ce que je pense être la solution idéale pour, n'est-ce pas, retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, merci Gaëtan, merci Jenny pour ces éclairages d'aujourd'hui. Merci, Merci Aurélie. Merci beaucoup, chère Aurélie. Ok, merci. Alors, l'évolution de la situation reste en tout cas à suivre dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain.